somos Raúl N. Cortés de Monaco Producciones y Juan Castillón de Tesana Clínica Osteopática, los creadores del documental La ciencia de la osteopatía. Si estáis viendo esto, suponemos que es o porque sois curiosos, o porque sois escépticos en relación a la osteopatía y queréis conocer, o porque habéis sentido alguna vez el beneficio de este abordaje, o quizás sabéis o no sabéis exactamente lo que es, o simplemente amáis la osteopatía. En todos los casos creemos que el visionado de este documental os puede aportar algo positivo. Después de varios estrenos tanto en España como en Europa, en los que hemos sido muy bien acogidos, hemos sentido una gran emoción, con salas llenas a rebosar, hemos decidido por fin ofrecer la ciencia de la osteopatía. Después de haber luchado para que se visionara este documental en varios medios de comunicación sin que ninguno de ellos mostrara ningún interés, pensamos que es necesario hacer este trabajo viral ya. Para ello necesitamos la ayuda de cada uno de vosotros. Hemos puesto mucho trabajo, esfuerzo y dinero por la osteopatía y queremos brindaros a todos este trabajo porque creemos firmemente que puede ayudar a nuestra profesión y puede cambiar muchas mentes. Por eso os pedimos a cambio que compartáis masivamente este documental con vuestros contactos, pacientes, familiares, conocidos, y pedirles a todos ellos que hagan lo mismo. Queremos llegar lo más lejos posible. Para ello también hemos confeccionado el documental tanto en francés como en inglés. Si nos ayudáis, podemos hacer que la situación de la osteopatía cambie no solo en nuestro país. Esa fuerza e ilusión que percibimos en cada estreno que realizamos se tiene que transformar en hechos que nos permiten avanzar en la unidad de acción. Y ahora, sin más, os dejamos disfrutar de La ciencia de la osteopatía, el primer documental en el mundo en este género. Acordaros, compartir al máximo, seguirnos en redes, porque la osteopatía y la sociedad os necesitan. Hasta pronto. Tout a commencé ici. L'explosion primordiale. Une réaction en chaîne qui fit que des éléments, tels que le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer, deviennent la base de toute matière nécessaire à l'évolution au sein de notre univers. C'est dans ce même univers que, pendant des années d'observation, les astrophysiciens ont observé l'équilibre constant qui existe entre les galaxies, les systèmes solaires et les planètes, et les réactions inhérentes aux phénomènes astronomiques. Ils ont alors affirmé que les lois de la physique et de la chimie s'appliquent de manière identique à l'ensemble des corps célestes. L'exemple le plus probant, nous l'avons sur notre planète. Un organisme vivant qui est capable de se maintenir en équilibre, arriver à l'homéostasie, en s'adaptant continuellement aux changements et en agissant comme une unité fonctionnelle qui rend possible la vie telle que nous la connaissons. À une moindre échelle, nous trouvons l'être humain, un organisme composé de millions de cellules, bactéries et atomes, qui agissent ensemble et en synergie face à n'importe quelle réaction, aussi bien interne qu'externe. Les liens entre notre monde interne et notre monde externe nous laissent face à une grande réflexion.
Qu'est-ce qui peut nous faire penser que nous fonctionnons différemment du reste de l'univers? Il existe une science centenaire qui nous donne une vision du corps qui respecte ces lois universelles de la nature et qui accompagne l'organisme dans le chemin vers l'équilibre et la santé. En 1864, à l'État de Missouri, la guerre de sécession touchait à sa fin, mais un fait historique marqua la vie d'une famille, d'un homme et d'une profession. La mort de 3 de ses petits-enfants à cause d'une maladie incurable à cette époque-là, ce fut un point tournant pour le Dr. Andrew Taylor Still. It was, as I'm told by Anne Wales, when Dr. Still lost 3 of his children in 1 week to cerebrospinal meningitis, that he, in that moment of his personal grief, he made a prayer that he would find a way of healing to alleviate human suffering. L'impuissance face à un tel événement se transforma en une raison qui initia définitivement Dr. Still à la recherche de la cause de la maladie. Originally, osteopaths in the late 1800s, when Andrew Taylor Still opened the first osteopathic school in 1892, were practicing a different form of healthcare. He developed a form of medicine, surgery, and obstetrics that used osteopathic manipulation as the foundation of its treatment. He formed a drugless form of medicine, surgery, and obstetrics because at that time, if a patient didn't die from the disease, they died from the treatment. Andrew continua à faire des recherches sur l'origine et la solution de la maladie. Grâce à la connaissance attendue de l'anatomie et la physiologie humaine, laissant déjà entrevoir ses idées par rapport à l'approche manuelle, en mettant progressivement de côté l'utilisation des médicaments dans ses traitements. Il était convaincu que l'intelligence innée du corps humain était capable de fournir les médicaments dont ces derniers avaient besoin et que la structure anatomique devait être libre et sans obstacle pour que la force inhérente d'auto-guérison se manifestât. Osteopathy honors that the body itself, that the living being, a living organism, is innately self-organizing and has an intelligence that's been there throughout evolution. And so what we're doing is engaging with the self-correcting mechanism and intelligence within the body. And in the same way, if you do that every day, you become aware that there's a self-organizing intelligence in the life processes themselves, and that we are part of the whole. We're part of the whole of nature. And health is partly being in relationship, being in context, being in harmony with our environment, just as the body should be in harmony within itself. L'acquisition de toutes ces connaissances furent le produit des années et des années de recherche, de pratiques et d'observation de la nature et de sa capacité constante d'adaptation. L'étude d'autres disciplines thérapeutiques et des mouvements qui se développaient à cette époque, notamment les bons-setters ou reboutons, la phrénologie, le mesmérisme, le darwinisme ou le spiritualisme, firent que finalement un nouveau concept de santé prit définitivement forme, bien que cela ne fut pas avant 1885 lorsqu'on inventera le nom d'ostéopathie. Pendant tous ces temps, l'application de ces théories et leurs excellents résultats eurent leurs détracteurs lorsqu'ils exerçaient en tant que médecins itinérants.
L'Église qualifiait les méthodes et les théories qui Steele promulguait comme des pratiques de sorcellerie, des magies et des blasphèmes qui allaient contre la volonté de Dieu. Tel fut le rejet que même un prédicateur méthodiste de Macon arriva à divulguer qu'il était possédé par Satan et qu'il pouvait être dangereux pour la communauté. Pour sa part, les corps médicaux considéraient que les pratiques du Dr Steele ne correspondaient pas à son statut de médecin et que les théories qu'il soutenait étaient plus proches d'une personne qui était hors de lui que d'un homme des sciences. I think his medical peers responded in a little bit confusion and frustration because Dr. Steele was having success, doing things that seemed to help. The conflict was that they didn't understand it and he was drawing patients away. And I think that's the problem today. In our world of health, physiotherapists, medical doctors, if an osteopath can come in and with their hands heal somebody very quickly, very simply, without a lot of expense, it basically is a threat to their more expensive, more labor-intensive, and maybe even more invasive way of working on people. Mais sa persévérance et la confiance en sa nouvelle science accompagnée par les résultats menèrent Dr Steele a la nécessité d'ouvrir une école pour enseigner toutes les connaissances accumulées pendant ces nombreuses années. La première école d'ostéopathie ouvra ses portes le 1er novembre 1892. Aux côtés d'un convaincu anatomiste écossais Dr William Smith, ils commencèrent leur trajectoire d'enseignante avec 12 élèves, parmi eux quelques-uns de leurs enfants, dans une cabane austère et simple. L'école s'appellerait American School of Osteopathy, ASO. So initially when Dr. Still started out with the American School of Osteopathy, it was just 2 classes. Him and then William Smith, a professor and doctor, taught anatomy. And so you were learning anatomy and osteopathic technique. Well, when they tried to get osteopathy legalized in the state of Missouri, they said the curriculum wasn't broad enough. And so they kept adding more and more classes for the students to take. So suddenly you weren't doing a 2-course class, you were doing a 2-year class, and then later a 3-year class. And after Dr. Still passed away, a 4th year became mandatory. L'école fut couronnée de succès. Des milliers de personnes d'autres États s'y rendirent pour se former et se faire traiter à l'American School of Osteopathy à Kirksville. Il a fallu agrandir l'école en construisant des annexes et en s'adaptant aux changements qui se produisaient de manière vertigineuse. Ajustement du curriculum académique, légalisation de la profession, mise à niveau des formations de faible qualité dans d'autres écoles, la besoin de la recherche des méthodes ostéopathiques pour le développement et l'acceptation de l'ostéopathie. Progressivement, l'ostéopathie s'est étendue comme de la poudre, premièrement dans tous les États-Unis, puis vers le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'était en 1917 en Angleterre où un ancien élève de Dr Steele, qui s'appelait Dr John Martin Littlejohn, décida de créer la première école d'ostéopathie en Europe, The British School of Osteopathy, qui postérieurement, ensemble avec The European School of Osteopathy en Maidstone, s'érigeront en la sémence qui fit jaillir l'ostéopathie en Europe. De nos jours, la progression et l'expansion de l'ostéopathie est évidente. Précisément, au cours de ces 20 dernières années, on a observé une augmentation constante, aussi bien des professionnels que des utilisateurs qui ont décidé d'essayer cette approche thérapeutique. Essayons de comprendre ce que c'est et en quoi se fondent ces concepts globaux ostéopathiques. Je ne reprendrai pas les définitions classiques, il y a plein de définitions de l'ostéopathie. Pour moi, l'ostéopathie, ça fait partie d'une médecine manuelle qui existe depuis le départ. Le toucher a toujours été présent pour faire du bien. Dans la vie aussi, toutes les mamans, elles touchent leur bébé ou elles leur font des câlins pour leur faire du bien. Simplement, maintenant au début du 21e siècle où nous sommes, ce qui est important, c'est que c'est une partie de la médecine qui est écologique. On n'utilise que nos mains, on n'utilise que ce qui est naturel, on utilise les ressources de ce qui est à l'intérieur de nous. Steele, il disait, la pharmacie du bon Dieu, elle est à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de faire toute la chimie qu'il y a. C'est en plus une approche qui est sociale.
On passe du temps à toucher les patients. Et on y reviendra peut-être, mais le toucher, c'est un sens qui est extraordinaire. Donc c'est écologique, c'est social, puisque ça crée du lien, on touche les gens, c'est vraiment important. Et en plus, c'est une façon de soigner qui est efficiente, c'est-à-dire qu'il y a un rapport efficacité-coût qui est vraiment remarquable. Soigner en ostéopathie, ça coûte 7 fois moins cher dans son domaine de compétences. So what differentiates osteopathy, I think, from any other healing art is that the first thing we do is we connect with something that is healthy in that individual. And that is our reference point. Healing doesn't come from what's diseased in a person. Healing comes from what's healthy. And that gets confusing for a lot of people because it sounds as if it's esoteric or unavailable to a clinician. But in reality, an osteopathic treatment is simple. All we do is we engage and identify and connect with something that's healthy in the body. And then we also identify something that's diseased. And we hold those two perceptual fields in our awareness. And then something happens. An osteopathic treatment is not bringing the health to the disease or bringing the disease to the health. It's holding those two opposites in the container of our attention, and then something alchemical happens within the body, and it allows the person to find their own therapeutic process. L'ostéopathie offre à la société une réflexion innovante. Des concepts tels que la santé ou la maladie sont remis en question et sont redéfinis par sa philosophie. And if we think of the osteopathic model for health within the body, we think of homeostasis, we think of all the organ systems working together, we think of the self-corrective mechanism also at work within the skeletal, the musculoskeletal fascial structure. C'est qu'on voit un microcosme qui vit dans un macrocosme et on sait que la force qui est là, elle est dedans. Et c'est ce que Steele disait donc, respecter la force innée du patient. Et nous, on est là par notre présence, par notre compréhension des systèmes, pour essayer d'ouvrir, d'enlever les obstacles à l'expression de la force innée. On n'est pas là pour, de l'extérieur, apporter des éléments pour relancer. Non, non, ça ne marche pas comme ça en réalité. Ça ne fonctionne pas comme ça, la santé. Nous vivons dans une société capitaliste, industrialisée et concurrentielle, où les résultats prédominent. La célérité s'érige comme un modus vivendi et la santé est devenue un business pour certains. L'effet rapide de traitement médicamenteux est nécessaire pour suivre le rythme auquel nous sommes soumis. Et les effets indésirables des médicaments est un fait bien connu aussi bien par des professionnels de santé que par des patients. Les longues listes d'attente dans les centres de santé primaire avec la contribution en partie du manque de personnel médical obligent ces derniers à réduire les temps de consultation et à compromettre par conséquent les services de prise en charge. Ces faits contribuent à qu'un grand nombre de patients valorisent l'utilisation des thérapies naturelles telles que l'ostéopathie, orientées à chercher la cause de certains problèmes, et contribuent aussi au rejet de la prise des médicaments anti-inflammatoires ou antalgiques qui agissent simplement contre les symptômes. Ci sono ormai studi pubblicati su giornali molto rilevanti, quindi il British Medical Journal piuttosto che il New England Journal, piuttosto che il JAMA, che dimostrano come in alcune condizioni la sovramedicazione è un problema, sia in termini di effetti collaterali sulla persona, sia in termini di costi per i sistemi sanitari. Tant'è vero che proprio recentemente sono stati stimati circa 3 miliardi di dollari l'anno che in realtà vengono consumati per le condizioni di sovramedicazione dei pazienti. Cataloguée comme un grand problème de santé, la surmédication pourrait peut-être se résoudre en partie à travers la connaissance mutuelle entre les différentes branches sanitaires. L'ostéopathie s'érige potentiellement comme un outil à cette finalité. La osteopatía en nuestro ámbito no tiene el reconocimiento que seguramente debería tener. La osteopatía en nuestro ámbito no tiene el reconocimiento que seguramente debería tener. La osteopatía en nuestro ámbito no tiene el reconocimiento que seguramente debería tener. La osteopatía en nuestro ámbito no tiene el reconocimiento que seguramente debería tener. La osteopatía en nuestro ámbito no tiene el reconocimiento que seguramente debería tener.
y por tanto un mayor conocimiento pues favorecería que se hicieran indicaciones de osteopatía. En ese sentido todas pueden tener una indicación que si el médico las conoce, muchas veces las desconocemos cuáles efectos tienen o qué beneficios tienen, pues igual se podría disminuir la medicación. Osteopathy and orthodox medicine are a perfect complementary partnership if they acknowledge each other. Obviously, one of the things an osteopath has to do when a patient comes is to check the patient carefully to see if there's anything that needs urgent medical testing or treatment, which if they did not, they would be losing precious time. So obviously we have to work very much with the medical side of the situation in mind. L'ostéopathie peut accompagner les patients à un état de santé équilibré. Cette approche aide à réveiller la conscience du patient sur sa santé, un état dont nous devons nous responsabiliser à travers une bonne alimentation et exercice. Beaucoup de personnes commencent à valoriser ces traitements manuels qui utilisent les sons du toucher, un outil primaire dans toute approche manuelle considérée comme un moyen de transmission entre le thérapeute et les patients et qui induit des effets positifs dans la santé. We know from studies done in animals that communication, touch is a big part of forging that relationship. There are studies that clearly show that touch and caring for someone produces considerable amounts of oxytocin, which improves their development, but also causes a number of positive outcomes in their health. We want to find out actually if that is something that actually might be one of the mechanisms behind osteopathic treatment. So at this stage we're developing an hypothesis paper, hopefully that will be published, and we also start developing some ideas for a randomized control trial exploring that in the context of pediatric care. And the reasons for that is the babies are the ideal population for investigating that. Why? Because if one thinks about pleasant touch as adults, we know what's pleasant and what's not pleasant. Pain could be pleasant. With the babies, not that they're devoid of emotions, but in particular if you're thinking about preterm infants, there will not be constructs yet of what's nice or what's not nice. They will respond to maybe the mother, they respond to the environment, to the stimulation. Touch is a very powerful tool just by itself. One of the primary mediators that's released with touch is oxytocin. And oxytocin is a very powerful drug in terms of its effects on how people respond to each other, how they feel about their situation, and whether they feel safe or not. La recherche continue de bien-être attire les gens à essayer une approche thérapeutique intégrale, individualisée et fondée sur le contact humain, qui a été connue depuis ses débuts par l'utilisation des manipulations articulaires. Mais Andrew Taylor Still a-t-il été pionnier en matière de l'utilisation de ce type de manipulation? En effet, la première référence historique qui nous offre une prévue sur l'utilisation de la manipulation spinale se situe en Grèce autour de l'année 400 avant Jésus-Christ. Des mains d'Hippocrate, qui fut considéré comme le père de la médecine et le premier médecin qui décrivit l'utilisation des techniques de traitement de la scoliose. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Claudio Galeno, un chirurgien réputé romain, nous laissa les preuves d'utilisation de la manipulation vertébrale sur des patients souffrant de troubles de déambulation. Au début du XIe siècle, au Moyen-Orient, connu comme le médecin de tous les médecins, Avicenna inclut les descriptions des techniques d'Hippocrate dans son texte médical, The Book of Healing. Déjà en 1143, avec la renaissance de la médecine, nous trouvons des descriptions de l'utilisation des manipulations du médecin belge Andreas Vesalius, connu pour ses études sur l'anatomie. En 1580, le fameux chirurgien français Ambroise Paré. En 1656, Friar Thomas dans son livre The Complete Bone Setter. Et en 1674,
Johannes Scultetus inclut les méthodes manipulatrices d'Hippocrate dans son livre The Surgeon's Storehouse. Il paraît qu'à partir du XVIIIe siècle, les médecins et les chirurgiens ont eu tendance à abandonner l'acceptation de l'utilisation des manipulations. Les raisons de cet abandon ne sont pas assez claires, mais on pense qu'il pourrait s'agir de l'inefficacité de son utilisation de façon aveugle, ou les dangers que causerait la manipulation dans la colonne vertébrale affaiblie des patients atteints de tuberculose, une épidémie grave de cette époque. C'est à cette époque que la manipulation s'est implantée chez les guérisseurs des peuples de beaucoup de zones en Europe, en Asie et en Amérique. Nous voyons donc ainsi que l'origine de la thérapie manipulatrice est indiscutable et que grâce en partie de l'étude de cette histoire, Dr. Steele créa sa propre science. D'après lui, les manipulations articulaires sont simplement les moyens pour aboutir à un résultat. Ce qui est important et ce qui fait la différence avec des autres approches est les concepts thérapeutiques et les principes de base utilisés pour les ostéopathes. Doing manipulation doesn't mean you're an osteopath. Practicing a philosophy where you look at the patient and you attempt to help that patient find health, which might mean you give them a pharmaceutical, but then you examine what are all the things that are standing between this person and health. That's the difference. Les bienfaits de cette approche ne passent pas inaperçus par beaucoup de personnes qui consultent les ostéopathes pour diverses raisons. La gran mayoría de pacientes vienen por un tema de dolor. Las primeras visitas suelen ser por un dolor que se ha cronificado. Hoy en día los osteópatas vemos gente que no encuentra alivio en la medicina convencional e incluso gente que ha probado otro tipo de terapias y que no les funciona. Tenemos que entender que nuestro trabajo va muy a caballo entre lo que es una causa patológica o una causa funcional, y muchas veces hay una causa funcional, y con esto me refiero a que a veces no todas las pruebas médicas justifican ese dolor, pero ese dolor existe y está ahí. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'ostéopathie, voyons comment se déroule une séance de cette médecine manuelle. Tout d'abord, l'anamnèse ou l'interview avec les patients, aussi bien lors de la première consultation que pendant celles qui vont suivre, est primordiale pour orienter l'ostéopathe vers les meilleurs diagnostics. Le dialogue et surtout l'écoute du patient, comme il a été prouvé, a déjà un effet positif. C'est pour cette raison qu'il est d'une grande importance pour un ostéopathe de prendre le temps nécessaire lors de la consultation. Il faut pour cela faire tout type d'examen. En premier lieu, on réalise des tests médicaux avec le but d'exclure tout type de pathologie qui pourrait obliger une dérivation à la médecine conventionnelle. Et en second lieu, on fait des tests ostéopathiques où la sensibilité du toucher et la perception de l'ostéopathe entrent en jeu. C'est après avoir recueilli toute cette information que l'ostéopathe peut commencer le traitement. Mais avec quel objectif? I think that osteopaths and osteopathic treatment improve the quality of life, which is different than improving life. We also, mostly, we improve the expression of health. So many times in an osteopathic setting, what ends up happening is the full expression of what's healthy in the body is blocked. And a lot of what osteopathic treatment is not about treating disease, it's about unblocking the full expression of what's healthy in the body. The goal of an osteopathic treatment is to engage a natural therapeutic process in the body. Mais en quoi se basent les traitements ostéopathiques pour que ces derniers soient efficaces? Explorons certains mécanismes physiologiques qui ont lieu lorsque l'ostéopathe agit sur le corps humain. Manipulation, I think, has several effects on the body. If the primary problem is a muscle tension, and many times it is, then doing whatever is necessary to release that tension allows freer circulation of blood and lymph. It relieves impulse traffic to the spinal cord. That is abnormal impulse traffic, normalizes impulse traffic,
allows then the spinal neurons to reset their activity to normal, and then that also changes the impulse traffic up to the central nervous system, which has the effect of changing the downstream flows. If there is nociception involved, pain, then relieving the problems of circulatory flows and so on allows the tissues to not be so inflamed, and relieves then the nociceptive inputs to the cord, which allows the excitability of the spinal tissues, neurons, to decrease and become normal input-output functions again. So now at the cellular level, the cellular processes would be secondary mostly to normalizing blood and lymph flow, because without sufficient blood flow and lymph flow, the cells build up waste products and metabolic changes occur that normalize with the circulatory flows. I think that is really what is happening rather than any particular intracellular change, except that the metabolic processes can normalize in the affected tissues. Fundamentalmente los osteópatas trabajamos con evidencias clínicas. Sabemos el resultado de nuestras técnicas por las consecuencias que tienen nuestros pacientes y porque vemos su evolución clínica en nuestras consultas. Pero muchas veces no sabemos el porqué, cuál es exactamente el mecanismo con el que hemos interactuado con estas técnicas. El método científico nos permite averiguar precisamente esto, el por qué nuestras técnicas funcionan, qué mecanismos biológicos y neurofisiológicos estamos utilizando cuando ponemos las manos encima del paciente y el por qué estas técnicas tienen un efecto. Un ejemplo de ello es el campo de los reflejos somatoviscerales y viscerosomáticos. Este es un campo que siempre ha suscitado mucho interés en el mundo osteopático por el hecho de ser una puerta de entrada a mecanismos menos accesibles manualmente que el sistema musculoesquelético, mecanismos como el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino o el sistema inmunitario. L'ostéopathie existe depuis de nombreuses années et nous pouvons affirmer qu'elle a aidé et aide de nombreuses personnes souffrant de diverses pathologies et affections qui incluent des problèmes d'origine musculo-squelettique et en exerçant parfois comme traitement primaire ou adjuvant dans les systèmes gastro-intestinal, cardio-respiratoire, urogénital, neurologique, obstétrique, pédiatrique ou même émotionnel. En effet, chaque année, des milliers de patients viennent à des consultations ostéopathiques. Mais a-t-il des limites l'ostéopathie? Peut-elle tout guérir? Es muy importante tener en cuenta que la osteopatía, aunque tiene una base muy holística, se dedica a lo que se dedica, y es básicamente a la mecánica y a la estructura. Y aunque hay una parte muy funcional que puede ayudar, nosotros deberíamos ser capaces de decirle al paciente qué porcentaje de efectividad está en nuestra mano. Mais il faut connaître ses limites. C'est très très important. Un conseil que je donnerais, attention, définis bien tes limites. Tes limites, c'est en fonction de ta connaissance. Définis tes limites, tu dois respecter le patient. Et respecter le patient, c'est lui dire « non, là je suis limité ». Sí que podemos acompañar a ciertas patologías o podemos tener una noción de acompañamiento de un paciente y ayudarle a que se encuentre mejor, a darle confort, a facilitarle el camino, pero solo hay una pequeña porción de todo ese gran pastel que es exclusivamente de la osteopatía. Y esto un profesional debería tenerlo claro, porque aunque trabajamos de un modo holístico, muchas veces quizás una buena dieta, una buena terapia psicológica, la actividad física o el tratamiento con un médico pertinente ante una patología van a ser básicos y van a ser mucho más efectivos que nuestro tratamiento.
Peut-être qu'une approche intégrative en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, utilisant les meilleurs de chacune des disciplines, serait l'une des clés de l'amélioration de notre système de santé. Et pour moi, ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas être paramédical. L'ostéopathie, c'est vraiment une médecine à part entière, mais qui est un chapitre de la médecine, qui doit s'intégrer dans une médecine intégrale, globale. Et je pense que l'avenir, c'est des centres de santé pluridisciplinaires. Et moi, j'essaie de travailler maintenant là où je travaille. Il y a aussi, un podologue, il y a un chirurgien, des obstétriciens, il y a d'avoir toutes les spécialités médicales ensemble, c'est intéressant, et que le patient soit au centre du traitement, au lieu que ce soit les gens qui soient obligés d'aller courir partout. Healthcare is a team approach. We all are team members in helping to care for people who have need. No one system in the whole world can treat all diseases or cure the ills of humankind. Allopathic medicine does not have all the answers to healthcare issues or disease care issues. And so healthcare is a team approach, and osteopathy form is an essential team player in the total healthcare of all people throughout the world. Voyons comment dans d'autres pays, l'ostéopathie va de pair normalement avec d'autres professions de santé dans différents domaines de la médecine, obtenant des résultats positifs pour les patients. Par exemple, dans les hôpitaux des États-Unis, l'ostéopathie est utilisée pendant la période pré- et post-opératoire chez les patients ayant subi une chirurgie abdominale. Le Dr Robert Madsen, médecin chirurgien, nous l'explique. I'm Dr. Madsen, and I'm emeritus professor here at Kirksville College of Osteopathic Medicine. I've spent most of my life, from 1971 till the present time, in surgery. The most well-prepared patients for elective surgery, not emergency, but elective surgery, are those that have been seen preoperatively in the doctor's office if he's a DO, and has been treated manually for whatever ailments that he may have had, or just to get him ready. Now, an area where it is of great benefit is in the post-operative care of patients. Take the case of abdominal surgery, maybe a hysterectomy is done. It may be a prostate that we remove, or a gallbladder, that type of thing. Now, post-operatively, Mother Nature tends to quiet everything in the abdomen to promote healing. Well, as a result of that, normally, after, we'll say, a very common ordinary operation, there is a period of a few days, maybe longer, where the peristalsis of the intestine is quiet. Mother Nature does that to keep everything quiet to promote healing. Now then, the osteopathic approach is rather helpful. We've had a number of studies done, and I'll demonstrate here what we do to decrease this period of paralytic ileus. In other words, so we can get the patient to eat and drink on his own without IVs so much, and we get him home quicker. En Italie, depuis plusieurs années, les ostéopathes collaborent dans divers hôpitaux avec la médecine conventionnelle d'une manière directe et efficace dans la section de néonatologie et les prématurés, avec des résultats et des études prometteurs. L'ultimo è forse quello che ci ha un po' dato più evidenze e un po' più di consistenza dei dati rispetto agli altri, è uno studio multicentrico che abbiamo pubblicato l'anno scorso su 3 ospedali tra il centro e il nord Italia. Nel totale abbiamo trattato circa 700 bambini, 350 trattati e 350 come gruppo di controllo, e abbiamo visto che alla fine del periodo di degenza i bambini trattati avevano una riduzione di circa 4 giorni rispetto a quelli non trattati.
Questo significa una riduzione dei costi notevole per il sistema sanitario. Abbiamo stimato circa $500.000 di riduzione e ci ha consentito anche di dare un po' più di evidenza, un po' più di robustezza ai dati precedentemente pubblicati, che erano solamente su un centro e quindi un ospedale. Bien qu'il existe de nombreux autres exemples dans le monde où l'ostéopathie collabore dans une équipe multidisciplinaire, l'un des points communs et les plus demandés par les professionnels de la santé est la mise en œuvre d'informations adéquates et de qualité pouvant apporter des réponses aux besoins du patient. Déjà à la fin du 19e siècle, le Dr Steele luttait pour maintenir les niveaux d'enseignement ostéopathique à l'excellence à l'American School of Osteopathy. Et il savait que le respect de cette profession dépendait d'une bonne formation menant à une meilleure pratique. Dès le début jusqu'à nos jours, cette lutte continue. En Europe, nous constatons que les normes sont marquées par 2 documents. L'un d'entre eux est la norme européenne ZEN 16686, livrée au Parlement européen à la fin de l'année 2016 par the European Federation of Osteopathy. La norma europea, la Osteopathic Healthcare Provision, es una norma que se ha editado muy recientemente, en 2015, y que es el resultado de la colaboración de todas las agencias de normalización europea, en las cuales se han puesto en común para crear un mínimo común denominador que establezca el marco competencial profesional, académico y ético de los profesionales de la osteopatía en Europa. Es un documento muy importante, es el primer acuerdo paneuropeo que establece unos criterios unificados. Es una norma de mínimos, no es una norma de máximos, pero sí es ese mínimo en el cual las organizaciones europeas de osteopatía han llegado a ponerse de acuerdo para considerarlo el criterio común que debe existir, ya digo, tanto académico como profesional como ético a nivel de la osteopatía. This document contains 2 sections. One talks about the osteopathic practice, one talks about what the individual osteopath is supposed to do in his clinic, how he's supposed to deal with his patients, about confidentiality, but also about competencies that an osteopath should have. Then there is a second section that talks about education and that lists several important criteria that make up a good school. That's not just the duration of studies, but that's also if there is a teaching clinic, that's also if there are educational qualifications for the lecturers themselves, and a lot of other things. Auparavant, il existait déjà un précédent document où l'ostéopathie était reconnue dans le monde entier à travers de Benchmark for Training in Osteopathy, publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2010. Que ya marcaba unos criterios comunes desde el punto de vista académico. Es un documento importante, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diciéndonos que la osteopatía es una profesión sanitaria, que es una profesión independiente y que es una profesión de primera intención. Ces normes ne sont parfois pas respectées par toutes les écoles ostéopathiques. Bien qu'il y ait un organisme appelé Osteopathic European Academic Network qui essaye de contrôler le respect de ces normes, nous sommes confrontés à un problème sérieux où il existe des formations de qualité douteuse dans lesquelles la durée de la formation est beaucoup plus courte, mettant finalement la sécurité du patient en échec. Para mí no se trata de que en 2 años se haga una cantidad de horas similar a una formación de 4 o 5 años, sino se trata de la calidad y del tiempo que se necesita para formar una mano y para adaptar los conocimientos que tenemos. Quizás el problema es que en 2 años vamos a tener gente muy formada a nivel teórico, pero muy insuficientemente formada a nivel práctico. Incluso cuando acabas en 4 años no tienes suficientemente mano. Lo que yo me pregunto es qué tipo de profesional voy a tener como colega en un futuro. Bueno, hay muchas ofertas rápidas, oportunistas, como hasta el ofrecimiento de la formación en 12 meses a distancia, autodenominaciones, formaciones cortas, formaciones solo basadas en enseñanza de técnicas. Una buena técnica es importante, pero que la técnica en sí no reemplaza al trasfondo filosófico del concepto osteopático.
salida rápida, digamos, basada en el beneficio económico solamente. Hay detrás una especulación comercial y muchas veces una pérdida de la calidad que buscamos, ¿no? Como dentro de la formación lo más genuina posible que intentamos transmitir. À ce stade, une réglementation semble être nécessaire. Only qualified people are able to practice osteopathy. Because one of the challenges that occurred in the United States when osteopathy was getting off the ground is that unless you had licensure, anybody could say that they were an osteopath and anybody could go into practice, and this is a dangerous situation. So I applaud those efforts going on in Europe and elsewhere in order to standardize the practice to make sure that the public is safeguarded and only the qualified can practice. Uno de los problemas que implica la falta de regulación a nivel profesional es una competencia desleal. Una competencia desleal y además con un potencial de peligrosidad elevado. Si suponemos el caso, ¿no? Un paciente que decide ir a tratarse en alguien que no tiene la formación debida, es un paciente que de manera no consciente puede estar poniéndose en riesgo. Les programmes d'études publiés dans le cadre de ces normes de référence pour l'ensemble des écoles marquent la matière médicale comme étant essentielle, à la fois pour que la profession acquiert les connaissances nécessaires, mais aussi pour travailler dans un environnement pluridisciplinaire. If you do not understand pathology, if you do not understand how you diagnose and recognize the pathology, how are you going to find this person's health? You don't know where you're starting from. Et en réalité, en entrant dans les domaines anatomiques, une partie importante de cette approche manuelle, nous pouvons voir quel niveau d'excellence devrait être appliqué dans l'enseignement ostéopathique. En el conocimiento de la anatomía yo lo considero fundamental, el poder tener la oportunidad de trabajar directamente, no solamente de ver piezas, en este caso hablaríamos de lo que es la disección, de lo que es la prosección. Yo creo que los alumnos han de hacer prosección, es decir, venir a estudiar natural en cuerpo las estructuras anatómicas que han aprendido, verlas tridimensionalmente, ver la realidad. Eso es fundamental para el conocimiento anatómico. Una escuela que va a formar osteópatas tiene que ser muy rigurosa en la formación. Les techniques et leur apprentissage sont les outils pour agir dans le cadre du concept ostéopathique. Le temps consacré à la pratique manipulatrice est indispensable pour les exécuter de la manière la plus précise et la plus sûre. Tout cela est obtenu grâce à la connaissance des bases anatomiques. There are techniques that osteopaths use that have very definitive anatomical rationale. They clearly address an anatomical issue and they can be defended. There are techniques that, to my knowledge, do not at this point have rationale. Now, if you do not know the rationale for the technique, it does not mean that the rationale doesn't exist. It means that you don't know it. And to say something is absolutely rubbish because I don't know the rationale is a very arrogant position to take. The cranial techniques stand out because it is difficult to get a good rationale for them. Yet, to my knowledge, the field, the use of cranial technique is actually one of the only techniques in osteopathic medicine where a study was done that met all the criteria for being a valid research study and demonstrated efficacy. And that was the study by Mills looking at the use of osteopathy in the cranial field to treat acute otitis media. Dans l'enseignement ostéopathique, on commence à utiliser de plus en plus des méthodes scientifiquement validées qui favorisent une palpation avec plus de rigueur et d'objectivité. One of the things that the students that I've observed in a variety of educational settings don't get is a lot of
feedback on their palpatory development skills. So the educational model both in the U.S. and abroad is very often a technique-driven educational model. That is, we'll teach students a variety of techniques, and then they're supposed to be able to perform them like someone who's standing up in front of them demonstrating them, and the better they can mimic the way the person demonstrated them to them, the better student they're thought to be. Grâce à la mise en œuvre de ces méthodes, le facteur subjectif est réduit et les étudiants sont en mesure d'améliorer leurs compétences en diagnostic palpatoire, recevant des feedbacks d'une manière plus objective par rapport à l'anomalie de la texture des tissus, la symétrie, les restrictions des mouvements et la sensibilité. L'utilisation des mannequins équipés de la technologie qui simule des situations pathologiques en temps réel, en imitant les fonctions vitales de l'organisme, telles que la pression artérielle, les fonctions oculaires, la fréquence cardiaque et respiratoire, aident les étudiants à être décisifs au niveau diagnostique et efficaces dans leur vie professionnelle ultérieure. La technologie actuelle favorise également l'utilisation de l'échographie comme outil de diagnostic dans le domaine académique. Les articles publiés par rapport à ce type de technologie appliquée à la thérapie manuelle soutiennent la formation académique et donnent aux étudiants la possibilité d'observer la normalité des tissus afin de détecter une zone pathologique ou dysfonctionnelle et d'agir sur elle adéquatement. Dans le cadre du domaine académique scientifique et se référant à l'avancement des connaissances dans les domaines de la neurobiologie, l'ostéopathie promeut la formation en vue de rester en avant-garde scientifique en renforçant les fondements d'une profession de santé. Osteopathy has to get in connection to modern neurobiology. To lead osteopathy or manual medicine or integrated medicine into the world of modern neurobiology. This is my interest here and my motivation to do this sophisticated teaching. Aussi bien en Amérique qu'en Europe, les écoles qui offrent une formation de qualité développent, à travers les étudiants, des programmes de recherche visant à donner des preuves scientifiques à une profession relativement jeune. Mais hors du milieu académique, l'ostéopathie est-elle considérée comme une science? I think it is a science with developing evidence. So we don't have a lot of evidence yet on osteopathy, osteopathic medicine. But that is true of a lot of sciences. And that's why we need to continue doing research on it to develop that evidence for the science of osteopathy. Osteopathy seems to be focused on treating the individual. And this opening up in the scientific community, becoming more open to these types of pragmatic trials where people are treated individually as they would be just when they're coming to see their clinician, has increased the acceptance of osteopathic research by the scientific community. Au cours des premières années du parcours de l'ostéopathie, la publication d'articles a commencé à être considérée comme essentielle pour jeter les bases et la reconnaissance que cette nouvelle profession avait besoin. Let me say that in terms of the beginning, that you had the establishment of what was called the A.T. Still Research Institute in Chicago around 1906. And you had some research studies coming from there, which were very interesting to me, many of which were physiologically based.
then the Research Institute closed in Chicago, and that much of the research for decades that was done was carried out by one person, Louisa Burns, in California. And Dr. Burns produced studies that were interesting but were not published in external journals. And so her research was more private and proprietary until at Kirksville here that Stead Denslow, and later joined by I.M. Core, were able to launch a sustained research agenda where their results were published in outside basic science journals. So much of the research that was done was not clinical, but it was more the basic science mechanisms behind osteopathic medicine. Actuellement, les travaux de recherche dans les domaines de l'ostéopathie sont publiés plus fréquemment. Dans ces sciences en développement comme l'ostéopathie avec des aspects améliorés, les niveaux de qualité des études sont de plus en plus élevés. Toutefois, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le nombre d'articles publiés n'atteint pas les niveaux souhaitables. I think there are two types of osteopaths. Are those that are willing to new ideas and really support, proactively support research and the need to actually explore things and having a more robust knowledge. And I think there are a number of others that still consider that there is no need for research because evidence-based medicine is an evil that we don't need in the profession where everything is going to be standardized. I think part of that is, I would say, it probably has to do with sort of, a bit of a fear that maybe the research will show that things they believe that they actually occur and don't. Actually, they would test in a very tough way their belief system and the robustness of their hypotheses. But to do that research, the other thing that will prevent us from doing large-scale research is funding. Unfortunately, we're in a situation where I don't think sometimes it's because we don't want to do the research. It's also the question of where we're going to get the money from to actually conduct large-scale studies. L'expérience dans certains pays souligne les sources possibles de financement. En Italie, la quantité d'études au niveau ostéopathique entraîne une collaboration avec la médecine en milieu hospitalier. Dans d'autres pays, la recherche ne peut être menée à long terme qu'en partenariat avec des institutions universitaires. Même avec la manque d'assez de moyens économiques, de nombreux professionnels travaillent dans le domaine de la recherche en les combinant avec leurs facettes professionnelles cliniques. Mais quel type de recherche devrait être considéré comme prioritaire dans le domaine de l'ostéopathie? What we really need is we need to have research studies that prove that osteopathy works. And I think the MDs in particular see us as inferior because we don't have enough studies that show what we do is helpful. I don't think we need to do studies that are demonstrating the mechanisms of action of osteopathy. I don't really care how it works. I want people to know that it does work. So we need outcome studies. We need double-blind placebo-controlled studies where 10,000 people are treated with osteopathy and 10,000 people are controls in various different disease settings and showing that it works. Creo que una postura inteligente por parte de los osteópatas en esta labor investigadora es incluir en los estudios análisis de coste-efectividad. Es importante que una intervención sea efectiva y que dé resultados clínicos, pero también es importante su eficiencia y ver qué aporta a la sociedad en términos de reducción de costes, de reducción de medicación que se da a la población o reducción de estancias hospitalarias. Si los osteópatas somos capaces de demostrar no solo que la osteopatía es efectiva clínicamente, sino que además puede reducir los costes sanitarios, yo creo que habremos hecho un paso muy importante. Un système de santé conçu par et pour les patients devrait envisager la possibilité d'inclure l'ostéopathe si cela améliore la qualité de vie et la santé du patient, et par conséquent, ça réduit les coûts du système de santé. La réglementation de l'ostéopathie dans d'autres pays au niveau international est peut-être la preuve que cette inclusion est parfaitement réalisable.
Étant donné qu'une image vaut mieux que 1000 mots, voyons graphiquement dans quel pays du monde l'ostéopathie est réglementée en tant que profession de santé, aussi bien au niveau académique qu'au niveau professionnel. L'ostéopathie est actuellement réglementée dans tous les États des États-Unis depuis environ 50 ans. En Australie, nous avons une réglementation de l'ostéopathie depuis 1991 et son voisin la Nouvelle-Zélande depuis 2004. Sur le continent africain, l'ostéopathie est réglementée depuis 1974, notamment en Afrique du Sud. Et en Europe, nous voyons comment l'Angleterre l'a réglementée depuis 1993. Plus tard, elle fut réglementée en tant que profession de santé en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Finlande, en Islande, à Malte, en Suisse, en Italie, au Danemark et au Luxembourg. Certains pays européens possèdent une réglementation partielle comme la France. Andorre, le Portugal, Monaco, la Norvège et la Suède, et d'autres qui ont entamé un processus légal de régulation comme l'Irlande. Et hors de l'Europe, l'Argentine et le Québec, entre autres. Avec ces données en main, pourquoi l'ostéopathie n'est-elle pas réglementée de manière homogène dans tous les pays? La santé d'une personne en Angleterre n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'une personne vivante en Espagne? S'agit-il d'une question budgétaire ou aurait-il d'autres intérêts? No, no és un tema pressupostari. És un tema de falta de lideratge polític. I també de lobbies legítims, legítims, de lobbies potents, que consideren que ja ho fan i que no ha de ser una professió complementària. I jo diria que no veig un tema econòmic aquí. Però aquí hi ha una dissociació entre la usabilitat ciutadana. Jo vaig fer quan es genera crítica en el Parlament de Catalunya, feia una pregunta als diputats. Quants dels que estem aquí, dels 135, hem anat alguna vegada a l'osteòpata o, és igual, a una altra teràpia? O quants familiars hi van? Bueno, en fi, com la resta, o més. O més. Perquè saben que més nivell de renda, més usabilitat. Això ha estat escrit, hi ha estadístiques. I a nivell d'Espanya, doncs, crec que era per una visió equivocada, perquè, evidentment, exercir la política i el lideratge polític no pots quedar bé amb tothom, però si hi ha una recomanació europea, si hi ha tantes persones que l'utilitzen, encara que fos només per seguretat clínica, perquè hi ha molt intrusisme. Falta lideratge polític, però la ciutadania continua anant. Els que tenen seguretat clínica i els que no. Per tant, continuem tenint un problema de salut pública aquí, de fet, no? Perquè, clar, allò que no està regulat és molt més susceptible de fer frau. Encara que fos perquè tema, inclús pels que estan en contra, diríem. I per tant, em sembla que és una assignatura pendent, que jo crec que hi ha d'haver alguna raó que jo no sé, sociològica, que no antropològica, quasi, perquè no acabo d'esbrinar, perquè la major part de països de la Unió Europea ho han anat fent i nosaltres ni tan sols hi ha un debat públic. Selon l'article 3 du traité de l'Union européenne, l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement 492 de 2011 qui régissent la libre circulation des travailleurs dans les États membres, il y a certains droits qui sont prétendument violés avec la non-réglementation de l'ostéopathie. If you are used to getting osteopathic treatments in the UK, where it's regulated as a profession, and you move to Spain, you might want to go looking for an osteopath. And it's very important for the patient that he knows what to expect, that he knows this is the same meaning, this is the same profession, it's the same quality of treatment I will get. The same is true for professionals. If you trained as an osteopath in one country and for whatever circumstances you want to move to another country, you should be able to exercise your profession there. You should be able to continue to work as an osteopath, and to enable that you need a similar regulation, you need a similar framework and similar standards. La situation actuelle entraîne une série de conséquences, notamment pour les patients.
La primera consecuencia de la no regulación de la osteopatía es una indefensión por parte de los pacientes. Yo creo que es el primer elemento que deberíamos proteger. O sea, es la base de todo. Debemos asegurar que el paciente, que aquel individuo con cualquier tipo de alteración física que visita al osteópata, cuando contacta con él mismo, pueda estar seguro de que aquel profesional con el cual contacta cumple con unos criterios mínimos adecuados. Hoy esto no es así. Hoy a nivel nacional no existe una regulación de esta profesión. Si me permitís simplificarlo mucho, cualquiera podría decir que es osteópata y esto es terrible. Es terrible porque a nivel del paciente le tiene que crear una inseguridad muy grande. L'un des principes fondamentaux de l'éthique biomédicale est le principe d'autonomie du patient. Le principe d'autonomie prend en compte la liberté et la responsabilité du patient, qui décide ce qui est bon pour lui, même s'il n'est pas partagé par les médecins. Els pacients, per què trien el que trien? A un s'hauria de preguntar, perquè si ho féssim tot tan bé, escolti, no tindrien clients. Pot haver-hi una publicitat enganyosa, per descomptat, que hi és, motiu més per regular-ho. Perquè jo també veig publicitat que, en fi, vaig arribar a veure centres de formació que formaven acupuntors online. Jo això ho he viscut, no ho he vist. A veure, sisplau, motiu per regular-ho. I per tant, el treball multidisciplinar, però quan parlem d'això, no oblidem, el pacient del segle XXI és un pacient que viu en una societat global de la informació i que ens reclamarà empoderament. I que, per tant, això és un canvi radical que jo crec que encara no tenim prou consciència. Notre droit à recevoir la meilleure assistance est limité par la disponibilité des ressources économiques et par la distribution faite de ces mêmes ressources. Mais sur la base du principe de l'autonomie du patient et du nombre de patients qui rendent visite chez l'ostéopathe, l'État ne devrait-il pas s'assurer la sécurité du patient en réglementant cette profession et en unifiant les critères au niveau européen? Yeah, there's no question in my mind, and I can tell you why. If you had a licensing body that oversaw the licensing of osteopaths in Europe, that body would then have the ability to test the individuals, and that way you could bring people up to a level. You would address the issue of schools that are not providing adequate education, but they are thriving because they give somebody a means of earning money, even though they may not be well trained. You can't address that issue without a unified body. If there's no level out there, you could hand anybody the degree and say, well, you're trained as an osteopathic physician, go practice. That's where that unifying body would be so important. Les événements récents soulignent la tendance inertielle à une réglementation globale et homogène au niveau européen. L'unité d'action, à travers les institutions européennes par rapport à l'ostéopathie et à l'ensemble de la communauté ostéopathique, semble être essentielle pour atteindre cet objectif commun qui pourrait bénéficier à des milliers de personnes. L'humanité, parfois décrite comme étant malade des valeurs, décadente et par nature autodestructrice, cache l'autre face de sa monnaie caractérisée par la solidarité, le respect de la vie, la tolérance et l'espoir. La philosophie ostéopathique coexiste avec ses vertus en accompagnant la santé. La personne et la société sont unies par les principes inhérents de l'auto-guérison promulgués par l'ostéopathie. Peut-être, en étant conscience de l'existence de cette science, cela nous aiderait à être une société chaque jour plus saine. The entire world is oriented towards finding disease. We have to be a different profession. Our mission is to identify health and help to allow for the fullest expression of health, not only in us, not only in our patients, but in society.